Le syndicat des enseignants-chercheurs du Mali, SECMA, a tenu une conférence de presse ce mercredi 3 novembre à la faculté d'Histoire et Géographie. Plus de précisions dans un instant. Après l'échec des négociations, la grève du syndicat national des travailleurs des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce du Mali, SINABEF, continue toujours. Élément à suivre également. Dans ce journal, il sera aussi question de littérature. Mohamed Mbougar Sarr remporte le prix Goncourt avec son roman « La plus secrète mémoire des hommes ». Chers téléspectateurs, bienvenue à tous dans ce journal du Liba Evening News. Pour commencer, de la littérature. L'écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr a reçu ce mercredi 3 novembre 2021 le prix Goncourt. À 31 ans, il est récompensé pour son 4e roman intitulé « La plus secrète mémoire des hommes », un roman publié aux éditions Philippe Rey en coédition avec la maison Jimsan au Sénégal. Multiprimé pour ses 3 romans précédents, Mohamed Mbougar Sarr atteint avec La plus secrète des mémoires des hommes un sommet dans l'art d'écrire, puisque dans une fiction ample, ambitieuse où se relaient plusieurs genres littéraires, il pose la question majeure de l'écriture. Son premier roman, Terre Sainte, reçoit en 2015 le prix Ahmadou Kourouma au Salon du Livre de Genève, puis le Grand Prix du roman métis de Saint-Denis de la Réunion et le prix du roman métis des lycéens. Son second roman, Silence du cœur, a reçu le prix littérature monde du Festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo et le prix du roman métis des lecteurs de la ville de Saint-Denis en 2018. Le jeune écrivain était également sur la première liste du prix Renaudot et finaliste du Médicis cette année avec le même ouvrage, La plus secrète mémoire des hommes, mais aussi du prix des Henrock et du Grand Prix du roman de l'Académie française. Aujourd'hui vainqueur du prix Goncourt, le Sénégalais qui agite le monde littéraire depuis ses 24 ans se trouve être le vainqueur le plus précoce depuis 1976, date à laquelle Patrick Grinville a été récompensé pour son roman Les Flamboyants. L'écrivain normand était alors âgé de 29 ans. Il est le seul vainqueur de moins de 30 ans à avoir remporté le Goncourt dans la seconde moitié du XXe siècle. Considéré comme le plus prestigieux des prix littéraires, le prix Goncourt récompense depuis 1903 le meilleur ouvrage d'imagination en prose paru dans l'année et écrit par un auteur d'expression française. À présent, autre chose, le syndicat des enseignants-chercheurs du Mali, SECMA, a tenu une conférence de presse ce mercredi 3 novembre à la faculté d'Histoire et de Géographie. Objectif, soumettre aux autorités de la transition plusieurs de leurs doléances, notamment l'application immédiate de l'article 66 dans sa totalité, dont 617 points d'indice avec effet rétroactif. Adama Sanogo était sur place, il nous fait le point. Le syndicat des enseignants-chercheurs du Mali durcit encore le ton avec les autorités afin de trouver des réponses à leurs problèmes. Au cours de cette conférence de presse, les membres de ce comité ont évoqué un certain nombre de doléances. C'est pour aussi, effectivement, montrer les doléances du segment qui sont, entre autres, l'application effective de l'article 66. Parce qu'avec l'application effective de l'article 66, nous aurons 617 points d'indice. Et ensuite, il y a l'application de l'indice 3000. Ensuite, il y a aussi la prime de recherche et le paiement des arriérés d'aires supplémentaires dans tous les établissements d'enseignement supérieur. La hiérarchisation est aussi l'une des préoccupations majeures du syndicat des enseignants-chercheurs du Mali. Le sujet est revenu dans les débats. Nous ne voulons plus d'hiérarchisation abusive dans notre corps. Ceux qui seront hiérarchisés seront des enseignants qui sont rentrés par voie de concours en tant qu'assistants et ils vont être hiérarchisés après l'obtention de leur thèse. Toutefois, les membres du comité restent ouverts à toute négociation avec les autorités de la transition, soutient notre interlocuteur. Ce n'est pas une menace. Nous ne menaçons pas les autorités. Nous sommes conscients de la situation actuelle. Mais nous osons aussi compter sur la sagesse aussi des autorités en place.
et nous sommes disponibles aux négociations. Pour rappel, le syndicat des enseignants-chercheurs du Mali est un nouveau syndicat soucieux de l'avenir du corps réunissant les enseignants et chercheurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Mali. La grève du syndicat national des travailleurs des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce du Mali Sinabef continue toujours. Après l'échec des négociations, 3 points n'ont pas fait l'objet d'accords. Les explications de Hamadounba au micro de Moussa Tembini. Le premier point sur les 15% qui sont déjà provisionnés par nos établissements, sur le salaire de base, il faut le préciser, et non sur le salaire. Le deuxième point, c'est sur les prestataires de services. C'est cette catégorie de travailleurs que nous défendons, dont les droits aujourd'hui sont violés, et dont une disposition même réglementaire est violée, l'article L313 du Code du travail. Donc nous avons demandé que ces prestataires soient rétablis dans leurs droits. Et également un autre point de droit qui concerne le fonds social et qui est appliqué aujourd'hui dans l'ensemble de nos établissements à 90%, que nous avons demandé d'élargir aux autres une poignée d'établissements qui fait la résistance quant à l'application du décret de 1971 qui explique le fonctionnement de l'ordonnance de 1969. Donc voilà les trois points qui restent et 3 points dont nous tenons à leur application. Le pain à nouveau disponible est à 250 francs la baguette. Le syndicat des boulangers et pâtissiers du Mali a décidé de surseoir à son mot d'ordre de grève jusqu'au mardi prochain. Un compromis a été trouvé ce mardi avec la Chambre du commerce. Sophie Petronin, l'ex-otage française, est activement recherchée par la gendarmerie nationale. Elle est revenue au Mali depuis le mois de mars dernier d'une manière illégale puisque le visa lui avait été refusé par les autorités maliennes. Haruna Salia Kone revient sur les faits. Sophie Petronin, activement recherchée au Mali. Tout est parti d'un avis de recherche de la Direction générale de la gendarmerie nationale du Mali. Les services de sécurité ont lancé, la semaine dernière, l'avis de recherche de l'ex-otage française, Sophie Petronin. Selon le même avis, elle aurait été signalée dans la localité de Sikasso. D'autres diront qu'elle aurait été aperçue dans la ville de Niena, à 75 km de Sikasso. Une information qui n'a pas été confirmée par les sources locales contactées par nos soins. Dans la même veine, ses proches ont démenti sur la RFI la présence de la septuagénaire dans la région de Sikasso. Selon eux, elle ne s'est jamais rendue à Sikasso. Elle ne s'est jamais éloignée de Bamako et elle n'avait en aucun cas l'intention de retourner à Gao où elle avait vécu jusqu'à son enlèvement en 2016. Sophie serait revenue au Mali en mars dernier, selon les confrères de la RFI. Après plusieurs demandes de visa refusées par les autorités maliennes, elle est passée par le Sénégal et franchi la frontière par la route, accompagnée de son fils Sébastien. Selon la même source, Sophie n'était pas heureuse en Suisse et qu'elle voulait retrouver le Mali où elle avait passé 25 ans de sa vie. Pourquoi Sophie Petronin est-elle recherchée activement par la gendarmerie nationale? C'est là où règne le flou. Il est à rappeler qu'elle avait été libérée le 8 octobre 2020, après 4 années de captivité dans le nord. Elle était en compagnie de Feu Soumaïla Cissé et des ressortissants italiens. Ils ont été libérés en échange de près de 200 terroristes qui étaient détenus à Bamako. Le jour de leur libération, Sophie confie qu'elle est devenue musulmane et précise qu'elle s'appelle désormais Mariam. Et maintenant, l'image du jour consacrée au pont de Wabaria. Le pont de Wabaria est un pont sur le fleuve Niger situé à Wabaria au Mali, chef-lieu de la commune de Gounzerey sur la rive droite du fleuve, au sud de la ville de Gao située quant à elle sur la rive gauche. Il est parcouru par la route nationale 18. L'ouvrage a été inauguré le jour de l'anniversaire de l'indépendance du Mali, le 22 septembre 2006 par le président Amadou Toumani Touré. Il a été financé par la Banque islamique de développement, 7,3 milliards de francs CFA, et l'État malien, 1,6 milliard. Sa conception est celle de bureaux d'études maliens et tunisiens, et c'est l'entreprise chinoise China State Construction Engineering qui en a réalisé la construction. En 2013, le pont de Wabaria a été le théâtre de combat entre les forces spéciales françaises et le Moujao
au cours de la deuxième bataille de Gao. Maintenant, l'actualité internationale avec Aïssata Traoré. Le Front de libération du peuple du Tigré a revendiqué ces derniers jours la prise de Dessi et de Kombolcha, deux villes stratégiques à un carrefour routier à quelques 400 mètres du nord d'Addis Abeba, sans exclure de marcher sur la capitale. Le gouvernement a démenti avoir perdu le contrôle de ces villes, mais si cela se confirme, elle marquera une nouvelle étape majeure dans le conflit qui dure depuis un an. Les communications sont coupées dans une grande partie du nord de l'Éthiopie et l'accès des journalistes est restreint, rendant difficile toute vérification indépendante des positions sur le terrain. Plus tôt dans la journée du mardi, les autorités de la capitale Addis Abeba ont appelé la population à s'organiser et à préparer à défendre leur quartier. Ce récent regain des combats inquiète la communauté internationale qui a renouvelé ces derniers jours ses appels à un cessez-le-feu immédiat et à des pourparlers de paix. L'émissaire américain pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman, a affirmé mardi que Washington s'opposait à tout mouvement du TPLF vers Addis Abeba ou toute action visant à assiéger Addis lors d'une intervention à l'Institut américain pour la paix. Débuté en novembre 2020, le conflit au Tigré a connu un spectaculaire revirement de situation depuis ces derniers mois. Le Premier ministre Abiy Ahmed avait proclamé la victoire le 28 novembre, mais après avoir envoyé l'armée dans la région pour destituer les autorités locales dissidentes issues du TPLF. Mais en juin, les combattants pro-TPLF ont repris l'essentiel de la région, forçant les troupes gouvernementales à se retirer largement. Ils ont ensuite poursuivi leurs offensives dans les régions voisines de l'Amara et de l'Afar. Les 12 mois de conflit ont été marqués par de nombreux récits d'exactions et a plongé le nord de l'Éthiopie dans une grave crise humanitaire. La déclaration sera présentée à la Chambre des représentants du peuple dans les 48 heures et promulguée. Cependant, sa mise en œuvre commencera aujourd'hui à partir du moment où elle a été déclarée par le Conseil des ministres. L'état d'urgence vise à protéger les civils contre les atrocités commises par le groupe terroriste du Front de libération du peuple du Tigré dans plusieurs régions du pays, a rapporté Fana Broadcasting Corporation. Le président américain Joe Biden a estimé que le président chinois Xi Jinping avait commis une grave erreur en ne venant pas à la réunion du G20 à Rome ni à la COP26 sur le climat à Glasgow. C'était ce mardi 2 novembre lors d'une conférence de presse en marge de la conférence de Glasgow sur les changements climatiques qui s'est ouverte le 1er novembre à Glasgow, en Écosse, au Royaume-Uni. Je pense que c'était une grave erreur de la part de la Chine. Très franchement, nous attendions la Chine. Le reste du monde va regarder la Chine et se demander quelle valeur ajoutée elle apporte. Et elle a perdu sa capacité à influencer les gens dans le monde entier et tous les gens ici à la COP. Je dirais la même chose de la Russie. C'est un sujet gigantesque et ils ont tourné le dos. Comment peut-on faire ça et prétendre à un quelconque leadership, a estimé le président américain Joe Biden. En agissant ainsi, le président chinois a perdu une occasion d'influencer les gens dans le monde entier, a poursuivi M. Biden. En effet, le président chinois Xi Jinping et celui de la Russie n'ont pas assisté à la conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques organisée par les Nations Unies et qui se déroulera du 1er au 12 novembre 2021 à Glasgow, en Écosse, au Royaume-Uni. Xi Jinping s'est contenté d'un message écrit posté sur le site de la conférence. Aucune intervention par visioconférence ou message vidéo. Il est le second maire afro-américain de l'histoire de New York. L'ancien policier et syndicaliste antiraciste Eric Adams remporte haut la main la mairie de la mégapole américaine, un parcours hors du commun pour cet enfant d'une famille pauvre qui a flirté avec la criminalité. Alors mes frères et sœurs, les habitants de notre ville ont parlé. Et ce soir, New York a choisi l'un d'entre vous, l'un des nôtres. Je suis des vôtres. Je suis vous. Après des années de prière, d'espoir, de lutte et de travail, nous nous dirigeons vers la mairie.
L'élu démocrate de 61 ans a écrasé comme prévu son rival républicain Curtis Sliwa, 67 ans, selon les résultats préliminaires du bureau des élections de la ville. Eric Adams a ainsi raflé 67% des suffrages exprimés contre environ 27% pour Curtis Sliwa. Dans une ville classée à gauche, mais où les inégalités économiques et sociales entre différentes communautés sont extrêmement marquées. Ce soir, j'ai réalisé mon rêve et de tout mon cœur, je vais lever les barrières qui vous empêchent de réaliser les vôtres, a lancé le nouvel édile, tout sourire, chemise blanche et pouce levé devant ses partisans réunis dans un hôtel de Brooklyn. Il était temps, les travailleurs ont dorénavant une voix. C'est félicité Jaquan Rivers, président noir américain d'une association de quartiers et ami du nouveau maire. Cette victoire est de fait une consécration pour Eric Adams, élevé par ses parents défavorisés de Brooklyn et de Queens, où il a connu la délinquance et les interpellations policières violentes avant de devenir capitaine de police et d'y créer un syndicat de lutte contre le racisme. Il est entré ensuite en politique, élu local démocrate de l'État et de la ville de New York, tremplin vers la mairie. Après avoir voté le mardi matin dans son quartier natal, Eric Adams avait estimé que cette élection représentait une revanche sociale pour le petit gars qu'il était dans sa jeunesse et donc pour les New-Yorkais des classes populaires. Le successeur de l'impopulaire Bill de Blasio gérera le plus gros budget municipal des États-Unis, 98,7 milliards de dollars pour l'exercice 2021-2022. Nous n'allons pas seulement parler de sécurité, nous allons avoir la sécurité, a-t-il promis. Eric Adams aura aussi la main sur la plus importante force de police du pays, New York Police Department, avec 36 000 employés, dont il devra poursuivre les réformes, mais sans se mettre à dos son ancien corps d'origine puissant et syndiqué. Devenu policier lorsque New York était un coupe-gorge dans les années 1980, il y passe 22 années jusqu'au rang de capitaine. En 1995, il y fonde un syndicat qui se bat encore contre le racisme. Au moins 19 personnes ont été tuées et 50 blessées mardi dans une attaque contre l'hôpital Sardar Mohamed Daoud Khan, le plus grand hôpital militaire du pays. Cette attaque a été revendiquée par la branche afghane du groupe État islamique. Le chef des forces militaires talibans à Kaboul, Amdulillah Mokhlis, figure parmi les victimes de cette attaque. Des témoins décrivent des scènes de terreur. Quand je me suis réveillée, un homme m'a poussé avec l'avant de son arme. Puis ils ont commencé à tirer en l'air et aussi sur le sol près de mes pieds. Je suis blessée et j'ai mal au dos. J'ai aussi été blessée ici à la poitrine. Que peut-on faire maintenant? Que peuvent faire les gens? À quoi ressemblera notre avenir? Ces étrangers ont pris tous les riches. Et maintenant, nous, les pauvres, sommes abandonnés ici. Je suis sortie de l'hôpital et j'ai marché un peu plus loin, puis l'explosion a eu lieu. Des talibans innocents et tous les pauvres et les sans-abri ont été martyrisés. Membres du réseau Haqqani, qualifié de terroriste par les États-Unis, ainsi que des forces spéciales talibanes appelées Badri 313, le commandant Mokhlis est le plus haut responsable taliban tué depuis que les islamistes ont pris le pouvoir en Afghanistan à la mi-août 2020. Quand nous avons reçu l'information que l'hôpital était attaqué, Amdullah, le commandant du corps militaire de Kaboul, s'est immédiatement précipité sur les lieux. Nous avons tenté de l'en empêcher. Mais plus tard, nous avons appris qu'il était mort dans les affrontements à l'hôpital, a expliqué un responsable du service de communication des talibans. Les talibans ont assuré avoir mis fin à l'attaque en 15 minutes après avoir notamment héliporté des forces spéciales sur le toit du bâtiment. Depuis leur arrivée au pouvoir le 15 août 2020, les talibans qui ont fait du retour de la sécurité en Afghanistan leur priorité après 20 ans de guerre sont confrontés à une vague d'attentats sanglants commis par l'EIK, une organisation islamiste d'origine sunnite encore plus radicale. L'EIK, la branche afghane de l'État islamique, a ciblé ces dernières semaines aussi bien les talibans que les minorités afghanes. Quand l'attentat suicide a eu lieu, on est allé voir. Et quand on est arrivé sur place, tout le monde était dispersé. L'autre explosion s'est produite alors qu'on était à l'intérieur de l'hôpital. L'hôpital pour enfants compte beaucoup de patients.
Tout le monde essayait de s'échapper. Des civils. 3 ou 4 femmes sont tombées au sol. 3 ou 4 talibans sont également tombés au sol. Hier à 13h, une explosion s'est produite dans l'hôpital militaire. Après l'explosion, les attaquants étaient là. J'en ai vu 2 quand la porte s'est ouverte. Et ils ont commencé à tirer sur moi. Ils couraient et ils sont entrés à l'intérieur. La deuxième explosion a eu lieu 10 ou 15 minutes plus tard, à côté de l'hôpital militaire. De la culture à présent, la 4e édition des rencontres internationales de peinture de Ouagadougou se tiendra du 5 au 14 novembre 2021 dans la capitale burkinabé. 3 artistes maliens, à savoir Mohamed Dambélé, Abibatou Yahi Keïta et Mariam Niaré figurent dans la sélection officielle. Les détails avec Youssouf Koné et Abdoulaye Koniba Konaté. Espace de promotion des arts plastiques, la 4e édition des rencontres internationales de peinture de Ouagadougou sont prévues du 5 au 14 novembre 2021. Ils sont 30 artistes venant de 16 pays à travers le monde, dont le Mali, représenté par 3 artistes, les peintres Mohamed Dambélé, Abibatou Yahi Keïta et la photographe d'art Mariam Niaré. Tous sortant du Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala Fasségué de Bamako, chacun d'entre eux dispose d'une démarche artistique particulière. Membre du collectif Team Art, Mohamed Dambélé compte à son actif une vingtaine d'expositions sur le plan national et international. Avec comme matière peinture acrylique, colle blanche et des tissus usés, Mohamed produit des toiles figuratives qui font immersion dans le quotidien de la société malienne et africaine. Artiste conceptuel, il aborde dans ses œuvres des thématiques des sociétés telles que le métier des marchands ambulants et d'actualité comme l'immigration clandestine. Abibatou Yahi Keïta est membre fondatrice du collectif Sanou Art. La particularité de cet artiste réside dans son engagement pour la préservation des tresses traditionnelles, un pan important de la culture africaine et malienne. Sa technique mixte de tissage de laine sur toile avec la peinture acrylique aboutit en général à des autoportraits mettant en exergue les tresses. Mariam Niaré est l'une des 2 seules photographes sélectionnées pour cette édition des RIPO. Lauréate du Grand Prix de la Fondation du Festival sur le Niger 2021, Mariam Niaré, quant à elle, propose une démarche innovante de la photographie. Il s'agit de la photographie d'art. C'est sa série intitulée Albinos qui dénonce la condition des personnes atteintes d'albinisme dans notre société qui la révèle au grand public en 2020. Précisons qu'en plus de l'exposition internationale, des panels et des rencontres professionnelles sont au programme de cette 4e édition. Aimables téléspectateurs, c'est tout pour ce Djoliba Evening News. On se retrouve dans un instant pour le Djoliba Morning News si tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous et excellente suite de programmes sur Djoliba TV News. Djoliba Evening News.